Merci à toi Alexandre donc de nous rejoindre cet après-midi. Donc Alexandre Castanet est donc chargé de mission à la DRAN PACA et il va nous parler donc d'un projet qui j'espère inspirant pour nous euh, puisqu'il s'agit de réfléchir à reprendre dans le fond ce que j'appelle moi un peu le pouvoir sur le cours des choses et se sortir un petit peu de l'offre des IA, des géants de la tech, en nous partageant leurs réflexions sur un projet nommé Ansu. Voilà, j'en dis pas plus parce que c'est l'objet de son intervention. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir ce projet. À toi, Alexandre. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Effectivement, c'est exactement dans le cadre que tu as donné que nous nous positionnons. Donc, le projet en dessous, j'y travaille depuis fin 2023 avec mon collègue Jean-Baptiste Sivet, IAIPR de maths. Et avant de commencer à rentrer plus en détail dans ce projet, je voudrais faire un bref rappel sur les LLM, les moteurs de langage qui transforment le texte en texte, pour dégager les points importants sur lesquels nous allons travailler. Alors, de quoi parle-t-on? On parle de 10 terabits qui sont utilisés pour entraîner un réseau de neurones et on va obtenir un fichier de 140 gigabits qui est un condensé de la connaissance, en fait. Alors, son fonctionnement est assez simple au premier abord, puisqu'il est capable de produire le prochain mot. Et si on lui dit « le chien est sur son », il va répondre « tapis ». Il y a vraiment quelque chose de magique dans ce système et il va y avoir une phase importante pour la découverte des LLM, de jeu, pour finalement découvrir ses capacités. Alors, pourquoi cela marche si bien? Pourquoi, quand on pose une question en langage naturel, on va avoir une réponse très pertinente? Ça marche très bien parce que les LLM sont sensibles au contexte, ils sont donc pertinents. Ils fournissent des réponses structurées dans n'importe quel langage. Ils peuvent donc parler toutes les langues et tous les formats. Cela leur permet de faire le lien parfait entre l'humain et la machine. Et une troisième propriété, ils sont souples. Il est donc possible de les modifier avec une deuxième phase d'entraînement pour l'aligner sur nos besoins. C'est ce qu'on appelle le fine-tuning. Dans le projet en dessous, nous allons utiliser ces propriétés pour adapter un LLM à nos besoins et en faire un assistant éducatif pour la classe. Tous les modèles, après il y a la première phase d'entraînement, sont fine-tunés par des humains pour adapter leurs réponses aux standards de discussion actuels, de politesse et d'éthique. Donc souvent, ce que nous avons, c'est des LLM de troisième main. Alors, on peut commencer par un petit exemple avec Ansu. Donc là, je ne vous ai pas mis l'interface, c'est juste le prompt. Et on va lui poser une question apparemment piège. C'est quoi un polo crocodile? Et la réponse d'Ansu, elle a déjoué le piège. Un polo crocodile est en réalité une référence à la marque de vêtements Lacoste, etc., etc. Donc, c'était pour illustrer un petit peu la sensibilité au contexte. C'est une grande force des GPT. Alors, malgré leurs formidables capacités, il y a des choses qu'ils ne savent pas faire. Donc ici, on a une petite liste. Après l'entraînement, les LLM peuvent être améliorés pour devenir des outils efficaces dans une large variété de tâches, mais ils présentent toujours une certaine limitation. Ils n'ont pas d'état ou de mémoire, mais ça peut être ajouté par une couche applicative. Ils sont stochastiques, c'est-à-dire probabilistes. Même si on fait attention, ils sont capables de répondre différemment à la même question. Ils disposent d'informations périmées, liées au fait qu'ils ont été entraînés avec des données figées. Ils ne connaissent pas le jour ou la date. Il faut rajouter une fonction logicielle pour qu'ils la connaissent. Ils sont grands et par conséquent, ils peuvent être coûteux et lents à générer des réponses.
et ils sont généralistes et nécessitent donc des données spécifiques pour bien répondre. Et ça va être important pour la salle de classe parce que si on veut les adapter à la salle de classe, il va falloir rajouter des données dans le modèle. Et enfin, vous le savez tous, ils hallucinent car en fait, ils ont tendance à répondre même quand ils ne savent pas. Tout ça pour dire que il va y avoir dans l'usage des LLM, une fois qu'ils sont répandus, une formation à leur usage. Et là, j'ai pris une présentation faite par Franck Baudin, qui a été diffusée par Canopé, qui explique bien les 5 étapes essentielles, la maîtrise de la langue, la pensée computationnelle, etc. Mais pour l'instant, ce n'est pas notre objet, mais je ne voudrais quand même pas qu'on fasse l'impasse sur la nécessité de former à l'usage des IA. Alors, tous ces défauts peuvent être compensés, mais ils ne dispensent pas d'une éducation à l'IA, voire l'infographie. Maintenant que nous avons cerné les avantages et les défauts des LLM, voici comment nous avons construit notre démarche. Nous avons 2 axes de travail et l'objectif est de déplacer le modèle vers la droite et vers le haut. L'axe horizontal travaille sur le contexte et l'axe vertical travaille sur le comportement. Alors, il y a une étape dont on ne peut pas se passer, c'est le prompt, c'est le moment où on va poser la question au modèle de langage. Ensuite, il y a une deuxième étape très importante qui est l'étape du contexte. C'est une sorte de mémoire à court terme, le contexte qu'on va rajouter à la question. Et une troisième étape qui interviendra plus tard, nous, dans notre développement d'en dessous, qui travaillera sur le comportement du modèle pour qu'il puisse mieux réagir en toutes circonstances. Par exemple, si le prompt et le RAG ne sont pas optimisés. Donc ça, c'est un travail sur le comportement du modèle à long terme. Alors, pour éclaircir un petit peu notre démarche, à partir de ces 2 axes de travail, on a proposé 5 voies. Alors, la première voie, c'est de travailler sur le prompt, où avec le modèle, on va rajouter de la didactique et on va créer une interface ergonomique dont vous aurez la première version tout à l'heure. Ensuite, pour nous guider dans notre travail, on a créé le score DNB. C'est un système de test qui va nous donner un indice de performance à partir des questions du DNB pour voir les avancées, mesurer les avancées dans notre travail. Enfin, nous avons prévu de travailler sur le contexte, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la possibilité d'injecter dans le LLM notre cours de manière à gagner en pertinence. Et enfin, il faudra faire du fine-tuning pour spécialiser, pour qu'il ait une vraie attitude pédagogique. Et une fois que toutes ces étapes seront faites, il sera temps de passer à l'optimisation. Donc l'optimisation, concrètement, c'est de la quantisation. Et le résultat de cette optimisation, ça sera un modèle plus petit, plus rapide et surtout économe en ressources. Alors, dit autrement, en dessous, c'est le résultat d'une interface didactique qui donne de l'ergonomie, d'un indice de performance qu'on va appeler le score DNB, d'une injection de cours qui donne de la pertinence, d'une posture obtenue par des références pédagogiques qui donnent une spécialisation, et enfin, le tout est optimisé par quantisation pour obtenir un SLM, c'est-à-dire un petit modèle de langage. Donc, il y a des avantages institutionnels éducatifs assez simples, hein. C'est la maîtrise du prompt, la maîtrise de la performance, la maîtrise du contexte, la maîtrise des logs, c'est-à-dire qu'en dessous, on enregistre toutes les questions et toutes les réponses à des fins de recherche, notamment pour démarrer, mais aussi à des fins de stockage pour savoir un peu ce que font nos élèves avec. La maîtrise des coûts, c'est-à-dire qu'on peut choisir le moteur qu'on utilise. La maîtrise du type, on a choisi un LLM libre, c'est le LLM de Mistral. Et enfin, maîtrise de la consommation d'énergie avec la quantisation. Donc les objectifs opérationnels visés, c'est une IA maîtrisée de bout en bout, experte, RGPD et éco-conçue. Donc à partir de là, on peut proposer les avantages pour l'utilisateur d'Amsou. Hein. C'est un outil numérique qui correspond bien aux besoins actuels des élèves et des enseignants, car
Il utilise le langage naturel, il adopte une forme dialectique de questions et de réponses, il possède le niveau lycée au minimum dans toutes les disciplines, il peut prendre différents rôles, celui d'assistant pédagogique, de correcteur, de répétiteur, d'exerciceur, de manuel scolaire. Il peut s'adapter à tous les profils, y compris aux profils à besoins particuliers. Donc, actuellement, nous avons commencé les premiers tests avec nos élèves et nos stagiaires, mais vraiment en petit effectif, avec une première interface que vous voyez à droite. Donc là, il est en place dans ma salle de classe, avec une interface toute simple, le menu à gauche, la zone de questions en bas et la grande zone centrale avec les réponses. Alors, on va commencer par présenter en dessous avec quelques exemples et vous allez voir comment l'interface fonctionne. Alors, on commence par une question simple et on se positionne en français au niveau 1. Alors, le niveau 1, on va dire, c'est le niveau primaire, le niveau 2, le niveau collège, et le niveau 3, le niveau lycée. Qu'est-ce qu'une échelle? Bonjour Mélodie, une échelle est un objet qui permet de monter ou descendre en hauteur. Elle a des barreaux que l'on grimpe un par un, les pompiers l'utilisent pour sauver des gens, etc. Donc ça, c'est, voilà, on est une question simple, un contexte particulier. Ensuite, on refait la même question simple, mais cette fois-ci, on change de matière et on change de niveau. Qu'est-ce qu'une échelle? Bonjour Mélodie, une échelle en mathématiques est un rapport constant entre deux longueurs qui permet de présenter une grandeur réelle sur une surface plane ou dans un espace réduit. C'est un outil très utilisé en cartographie, en dessin technique et en géométrie. Donc là, on voit que en guidant le prompt de l'élève avec cette interface pédagogique, eh bien, on obtient les réponses qui correspondent le mieux à la question de l'élève et au contexte. Alors, deuxième chose, c'est travailler sur la mise en forme et le formatage du texte. Donc ça, c'est un gros problème, hein, et en plus, personne ne s'en occupe, donc il faut bien qu'on s'y mette. Donc, on a programmé l'interface pour qu'elle puisse avoir du texte correctement affiché. Donc ici, on a posé la question, un rappel, peux-tu me faire, s'il te plaît, un rappel sur la notion de puissance de 10? Alors, voici la première réponse. Donc, le rappel est très correct, hein, il n'y a pas de problème, mais le formatage n'est pas du tout évident. Donc, nous, on a mis une option pour qu'il y ait un formatage beaucoup plus mathématique, et cette fois-ci, on voit apparaître la mise en forme correcte demandée par l'enseignant. Alors, troisième chose, en dessous, on propose aussi un menu. Alors, il y a le nombre de mots, mais ça, j'y reviens pas, parce que c'est vraiment anecdotique, c'était une demande de mes premiers élèves. Mais ce que vous voyez sur le cinquième menu, c'est en fait la présentation. Donc, on peut lui demander une présentation sous forme de fiche de cours, ou alors une présentation sous forme d'explication. Donc ici, on a demandé une fiche de révision sur les puissances de 10. Et en dessous, par rapport à ce qu'on lui a demandé, est capable de respecter la structure et le format avec titre, liste des mots-clés, définition des mots-clés, résumé, exercice. Mais si on lui demande maintenant sous forme d'explication, elle va reprendre le titre, elle va mettre l'explication. Une puissance de 10 est une expression mathématique qui représente un nombre très grand ou très petit. Elle va donner des exemples pour que l'élève se familiarise. Donc tout ça, c'est un formatage qu'on lui a injecté, donc éventuellement, il peut être transformé pour s'adapter plus à la nature du cours. Donc ça, c'était la partie interface didactique prompt. Maintenant, on va aborder le contexte et vous allez voir la souplesse de l'outil. Alors, on va commencer par une question piège. Hein. Donc, qu'est-ce qu'un séraphillon? Bonjour Mélodie, je suis désolé, mais je n'ai pas trouvé de définition pour séraphillon dans le domaine des mathématiques. Il semble que ce terme ne fasse pas partie du programme scolaire ou des connaissances mathématiques en France, etc., etc. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va injecter du contexte. Donc là, évidemment, c'est un exemple démonstratif. Séraphillon, définition de séraphillon.
Il s'agit du croisement entre un séraphin et un papillon. L'expérience a été réalisée par une équipe des laboratoires de sciences expérimentales et fantastiques d'Aix-Marseille le 20 mars 2024. Ils ont eu recours à la technique du coupage et collage, technique mieux connue sous le nom CTRL-C, CTRL-V. Et maintenant, on repose la question après avoir injecté le contexte. Un sérapillon, c'est un être imaginaire que les scientifiques ont créé dans un laboratoire appelé LSEFAM à Aix-Marseille. Ils ont fait l'expérience le 20 mars. Bon, j'ai changé la date au dernier moment, donc c'est plus réel. Le sérapillon est le résultat d'un mélange entre un séraphin et un papillon, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le dernier paragraphe. Mais attention, Mélodie, n'oublie pas que ceci est une création imaginaire et que les séraphins et les papillons ne peuvent pas être réellement mélangés. C'est-à-dire qu'il est souple, mais il n'est pas naïf et on ne peut pas le berner facilement. Donc ça, c'est très avantageux parce que quand on va injecter quelque chose, il va le mélanger à ses connaissances et il va faire une synthèse, et cette synthèse est la plus souvent pertinente. Alors, au-delà de cet exemple très parlant, mais pas très pratique, regardons ce que nous pouvons faire d'utile. Alors là, hop, je passe ce petit exemple. Donc, très utile, dans quelle zone de vacances se trouve Marseille? La première réponse, elle est fausse. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va injecter les vacances scolaires du calendrier officiel du ministère et on va reposer la question. Liste des vacances 2024-2025 pour Marseille. Réponse, bonjour Sue. Voici les dates des vacances scolaires pour les années 2024-2025 à Marseille, qui se trouvent dans la zone B, rentrée des élèves, vacances de Toussaint, vacances de Noël, etc., etc. Donc finalement, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'on peut injecter des connaissances locales et spécifiques à la vie de l'élève au sein de l'établissement de la classe. On peut positionner en dessous dans un rôle d'accompagnateur de l'élève dans sa vie de classe, date des conseils de classe, rendu des devoirs, sorties scolaires, stages, compétitions AS, etc. On peut positionner en dessous comme une assistance dans l'organisation scolaire, la méthodologie de travail, etc. Donc, ce qui est très important, c'est de comprendre que le LLM, au-delà de l'hallucination qu'il est capable de produire et que vous connaissez tous, il a un côté sauvage. C'est-à-dire qu'il va y avoir besoin de formater, il va y avoir besoin d'injecter un petit peu des documents dedans. Et ça, c'est ce qu'on se propose de faire avec Ansu. Ici, par exemple, on a demandé des conseils et des vidéos pour réviser le chapitre sur l'alimentation. Si on ne fait rien, il va sortir des liens YouTube qui ne marchent pas, qui sont erronés, qui ne correspondent absolument pas aux besoins du prof et de l'élève. Maintenant, on va refaire la même chose, on va rajouter un petit menu, vidéo santé, et dans ce menu-là, dans le contexte de Ansu, on va rajouter les vidéos de corpus qui ont été produites par Canopé, mais on aurait pu imaginer d'autres vidéos comme celle de Lumni par exemple, et on va lui reposer la question, et cette fois-ci, il va donner des liens pertinents qui correspondent aux propositions, enfin au domaine de recherche qu'a inclus le professeur dans le contexte pour poser la question. Donc là, voilà, c'est les vidéos du réseau Canopé qui correspondent au chapitre sur la santé. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que l'enseignant doit rester l'élément décideur des conseils promulgués par l'intelligence artificielle et faire le choix des ressources proposées à l'élève, la méthode de résolution d'un exercice et la définition d'un savoir donné. Hein. Ça peut être très pratique. Alors, c'est mon collègue de mathématiques qui m'a proposé cet exemple. Pour un enseignant qui aurait une classe avec plusieurs types de calculatrices, et donc quand il demande un exercice, il va se retrouver dans l'embarras de pouvoir donner des conseils sur toutes les calculatrices, même s'il en connaît une, deux ou trois, il ne les connaît pas toutes. Donc c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir injecter le manuel des calculatrices dans le contexte de l'IA, ce qui veut dire qu'à chaque fois que l'élève va poser des questions, s'il sélectionne le bon manuel,
il va avoir une approche correcte qui corresponde exactement à sa calculatrice. Donc là, c'est comment faire une liste avec la calculatrice Python qu'utilise le collègue. Donc en conclusion, ce que l'on aimerait bien, c'est faire comprendre qu'il est possible d'obtenir une IA experte, une IA RGPD, une IA éco-conçue, et finalement ce que l'on appelle, nous, une IA maîtrisée de bout en bout. Donc voilà pour la première partie de la présentation. Est-ce qu'il me reste un peu de temps? Oui, Alexandre, si tu souhaites aller un petit peu plus loin, on va dire qu'il y a une dizaine de minutes d'intervention possible et Okay. on prendra quelques questions. Bien sûr. Alors, il y a quelque chose qu'on a fait. Alors déjà, ceux qui sont intéressés, on a fait une première présentation généraliste au CREA. Le lien est sur le site de la DRAN Aix-Marseille. Donc, vous trouverez assez facilement en tapant en dessous. Et on a fait aussi un article sur le score DNB que je vous vais présenter maintenant. Donc, une des étapes importantes dans le travail que l'on fait sur les LLM, c'est qu'on doit pouvoir les évaluer. Alors, il y a énormément de systèmes pour évaluer les LLM, mais nous, on va se concentrer sur le travail qu'on fait tous les jours en collège et qui correspondent aussi à la fin de la scolarité obligatoire, ce qui correspond aussi aux savoirs fondamentaux, c'est le score DNB. Donc, le schéma classique que je vous montre là actuellement se fait en 4 étapes. Les questions, donc c'est des questions qu'on prend dans le corpus des sujets de DNB. Les réponses, qui vont être proposées par l'IA. Ensuite, il y a une correction qui sera faite dans un premier temps par un correcteur humain. Et enfin, à partir de cette correction, on va obtenir un score. Et ça sera un indicateur de la qualité du travail que l'on fait avec Ansu. Donc, je peux vous montrer une fiche de correction qui se présente de cette manière. On a l'identifiant de la question. On a la question, donc pour l'instant, ce n'est que du texte. Il est hors de question pour l'instant de mettre des images. Ensuite, on a la réponse de l'IA. On a, pour s'amuser un petit peu, demandé à l'IA de se corriger, de donner l'indice de confiance. Ensuite, on a le score humain. Donc ici, c'est moi qui ai noté la question du DNB. Elle a 100% juste. Et on a un petit commentaire de l'IA, mais ça, c'est pas intéressant. À la fin, qu'est-ce qu'on va obtenir pour chaque discipline du DNB? On va obtenir un tableau comme ça avec la dizaine de questions, donc un total sur 1000. Et donc, j'ai évalué le moteur Mistral Tiny à 92% de réussite sur 10 questions du DNB. Alors, il y a une particularité. En réalité, j'ai mis 8 questions du DNB. La première question, c'est une question simple, c'est une question simple où on est sûr que l'IA va trouver sans problème. Et la dernière question, c'est le contraire. C'est une question très difficile où on est presque sûr que l'IA va rater. Hein. En fait, elle ne rate pas du tout. Il faudrait monter le niveau, mais c'est pas grave. On ajustera ça au dernier moment. Ce qu'il faut voir aussi sur le tableau, c'est que nous, en plus d'un indice de justesse, un indice de performance, un score sur le DNB, on a besoin aussi de savoir un peu combien on consomme de tokens, puisque les IA ne parlent pas en mots, mais en tokens, parce que derrière, il y a la question du coût. On a besoin aussi de savoir le temps de réponse, le nombre de tokens par seconde, parce que derrière, il faut qu'on puisse adapter le serveur qu'on va produire. Là aussi, c'est une question de coût. Donc, tout ça est rentré dans le tableau et il faudrait le faire pour toutes les matières du DNB. Donc, pour conclure, nous savons que nous aurons besoin de pas mal de tests pour poursuivre la construction de l'IA selon les retours et les besoins, puisque là, actuellement, nous travaillons uniquement sur nos retours et nos besoins à nous, mais ils sont représentatifs, mais pas entièrement représentatifs de ce que les collègues pourraient avoir besoin. Et en plus, il faut qu'ils nous apportent leurs idées aussi pour qu'on puisse modifier en fonction. On n'a pas toutes les bonnes idées. Les LMM sont des encyclopédies généralistes que nous pouvons spécialiser pour créer un dessous. Donc ça, c'est vraiment notre objectif fort.
Les premiers tests montrent que les interfaces adaptées, Prompt, Track, Graphing, etc., sont au stand d'aide scolaire que nous sommes en capacité de générer. Donc, pour finir cette conclusion, je vous montre les petits tests que nous sommes qui sont en cours de réalisation, sur lesquels nous travaillons. Donc, nous avons en dessous Scratch. Donc, on a demandé en dessous de faire du Scratch. Donc, elle est tout à fait capable de le faire. On a demandé en dessous de nous présenter sous forme graphique le Scratch et le traduire en français. Elle est tout à fait capable de le faire. Voilà, alors c'est pas parfait, mais on y travaille. On peut demander en dessous de faire de la physique. Ici, on trace des ondes, on trace des périodes. On a demandé en dessous de faire de la géométrie. Ça marche assez bien aussi. On a des résultats très prometteurs. Hein, et puis nous, comme ça, on apprend à prompter correctement. Voilà. Hein, donc, je vous remercie pour votre écoute attentive. Merci beaucoup, Alexandre. On va maintenant prendre quelques questions dans la salle, ici à Reims ou à distance à Strasbourg. Vous avez des questions? Alors moi, j'en ai une en attendant que ça émerge progressivement. La technique du RAG, la technique de la récupération, de la génération de récupération de documents, tu nous as montré à un moment donné des vidéos. Oui. En fait, ce ne sont pas des vidéos qui sont injectées, mais des documents qui contiennent des liens vers les vidéos. Est-ce que c'est bien ça? Exactement, oui, exactement. Hein. Pour le document qui est injecté, c'est la liste des vidéos disponibles dans Corpus. Merci. Alors, je note qu'il y a un appel à partenariat. Donc voilà, je le répète, si c'est très bien entendu dans nos assistances collectives. Oui, voilà, hein, c'est-à-dire que nous, on est dans une boucle de rétroaction pour construire en dessous. C'est assez nouveau. On fait rentrer nos élèves et nos stagiaires dans la boucle, mais très rapidement, on va être limité en idées. Hein. Et le but du jeu, c'est qu'en dessous s'adresse à tout le monde. Donc, il faut que tout le monde fasse remonter ça. Donc, c'est notre deuxième étape qui va commencer ce trimestre. On va dimensionner la diffusion d'en dessous au premier bêta-testeur. Pour l'instant, on n'a pas d'idée de la dimension que va prendre ce test, mais on y travaille. Je ne veux pas monopoliser la parole en posant encore une question. J'ai bien noté les différentes étapes de mise au point de votre modèle. Donc vous enrichissez votre modèle Mistral, je ne sais plus lequel c'est, mais en tout cas un des modèles de Mistral, avec des documents spécifiques à l'enseignement au niveau collège par exemple, et vous passez une phase en fait d'entraînement de ce modèle enrichi avec les documents niveau collège. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous constituez un jeu de données pour entraîner ce modèle enrichi. Comment est-ce que vous avez procédé pour constituer ce jeu de données d'entraînement? Alors, là, c'est un petit peu technique. Donc, j'essaye de retrouver, si j'y arrive, la diapositive qui correspond à là. Donc, ici, il y a deux choses. Il y a le travail sur le contexte, donc c'est ce qu'on appelle le RAG. Donc, soit le RAG, dans un premier temps, on le fait à la main, c'est-à-dire c'est l'élève qui choisit le chapitre dans lequel il se situe. Soit le RAG, on l'automatise,
c'est-à-dire que le moteur va aller chercher on va rajouter une couche applicative qui va chercher dans l'ensemble des documents qu'on lui a donnés la partie qui correspond le mieux à la question, c'est-à-dire le RAG de niveau 2. Ça, c'est augmenter le contexte, je dirais, à court terme, en fonction de la question. Et ensuite, il y a du fine-tuning, mais le fine-tuning, ça sera plutôt pour apporter un meilleur comportement au modèle, pour qu'il réagisse plus aux standards éducatifs. Et donc, le dataset qui va être utilisé pour entraîner le modèle dans cette phase-là, ça sera le dataset de la posture de l'enseignant. Hein. Ce sera un système de questions et de réponses qui permettront au modèle de se décaler un petit peu par rapport à son comportement habituel et pour avoir une meilleure position en tant qu'enseignant. Ce qui veut dire que même si le prompt n'est pas bon, même si le contexte n'est pas bon, il aura gardé en mémoire une posture d'enseignant, notamment sur le fait, par exemple, qu'on ne puisse pas prendre le modèle pour un copain. Hein. C'est pas du tout comme on peut voir dans certaines applications, un modèle qui doit répondre de manière sympathique, amicale, etc. Il doit garder une posture d'enseignant ou d'assistant d'éducation. C'est pour ça pour l'instant, on l'a orienté vers un modèle épistolaire. C'est-à-dire que quand il répond, il reprend toujours le prénom ou le nom de famille qu'a donné l'élève et il dit bonjour, Sou, il propose sa réponse et à la fin, il marque « Je reste à ta disposition pour répondre à d'autres questions ». Donc, il a cette position quand même assez distancée pour éviter le copinage, on va dire, qui pourrait être très déviant. Une question chez nous? Oui. Je suis peut-être passé à côté d'informations, mais vous avez un objectif de déploiement à terme? Donc, ce que je disais, c'est que nous, on avait besoin de construire le projet d'abord, de le présenter pour avoir des retours. Et là, actuellement, au 3e trimestre, donc on n'y travaille que depuis décembre, hein, au 3e trimestre, notre objectif, c'est de proposer un déploiement. Mais je ne peux pas, à l'heure actuelle, on a plusieurs hypothèses et plusieurs dimensionnements, mais on ne sait pas encore comment on va le déployer. Ce qui est certain, c'est qu'on a un calendrier officiel qui a été donné par la lettre de saisine du ministre par rapport à l'intégration de l'IA dans les programmes dont vous avez sûrement entendu parler. Donc, très rapidement, il va falloir que ça soit prêt. Très rapidement, d'ici 1 an ou 2, les programmes vont sortir, je pense, en 2025. Donc, ça veut dire qu'à la rentrée 2026, il va falloir former les enseignants pour qu'ils puissent les rendre applicables. Je ne sais plus si c'est la rentrée 2025 ou 2026, si quelqu'un peut me corriger. Moi, j'ai pas d'informations là-dessus. Je sais que c'est en réflexion, mais j'ai pas d'informations officielles là-dessus. Alors, le contenu lui-même par rapport à l'IA n'est pas donné, mais par contre, je peux vous donner le calendrier. Je l'avais quelque part. La lettre de saisine. La lettre de saisine, c'est clair. La publication est prévue pour juin 2025 sur intégrer l'IA dans les programmes de toutes les disciplines. C'est la commande qu'a fait le ministère. Il y a d'autres questions?
Alors, peut-être s'il reste quelques minutes, moi j'aurais une question pour le public. Est-ce qu'ils utilisent l'IA en classe? Alors, sondage, est-ce que vous utilisez l'IA en classe? On va faire un sondage à main levée, si vous voulez bien vous y prêter, de chaque côté. Alors, est-ce que vous pouvez répondre? Ceux qui Il y a quand même quelques mains qui se lèvent timidement. Allez, on va dire, allez, 50%. Bon, voilà. les 40. Vous ne voyez pas l'image de Strasbourg? Oui. À Strasbourg, on est plus près des 40%, un petit peu moins. Non, mais c'est bien pour ça qu'il y a une journée comme celle-là, Alexandre, c'est justement pour montrer les potentialités. Il y a également beaucoup de participants qui n'ont pas forcément d'élèves en face à face aujourd'hui. D'accord. Mais je voudrais quand même préciser au sujet du projet ANSU, on peut imaginer que dans une phase de déploiement partenarial, on ait en fait un kit clé en main qu'on puisse en fait implémenter dans un ou plusieurs établissements. J'imagine que c'est en réflexion, soit localement dans un établissement, soit alors peut-être au bénéfice d'un réseau d'établissements. Oui, nous, c'est notre souhait. C'est évident que on voit avec les participants d'aujourd'hui, la moitié, on va dire, enfin, un bon tiers utilise l'IA en classe, mais pour l'instant, il n'y a pas d'outils très adaptés. C'est des outils grand public. Ça ne veut pas dire que c'est pas correct de les utiliser en classe. Bien sûr, il faut le faire, mais on espère qu'il y ait des outils qui soient beaucoup plus orientés vers la pédagogie. Ça serait plus pratique. Donc l'objectif, ça serait de pouvoir expérimenter avec le plus grand nombre de gens possible. Mais on a quand même des petits verrous techniques et économiques à régler par rapport à ça. Donc même si on souhaite l'expérimentation la plus large possible, il faut qu'on lève ces verrous techniques et même financiers par rapport à ça. Parce que tout a un coût. C'est pas du tout comme un petit logiciel qu'on pourrait faire circuler ou un petit serveur web. Ouais. Question de la salle. Les bêta-testeurs seraient juste testeurs ou alors il y aurait, faut supposer, une contribution à la remontée d'informations. Ah oui, bien sûr, hein, c'est-à-dire que nous, on peut pas. C'est exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire que nous, on a des idées, mais elles ont l'avantage et l'inconvénient, mais ce ne sont que nos idées. On ne peut pas les élèves doivent apporter des idées, les enseignants doivent apporter des idées, et surtout des cas d'usage auxquels on n'aurait pas pensé, et même des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé. C'est actuellement ce qui est assez remarquable avec l'usage des langages, des LLM, c'est que on peut très bien se retrouver dans sa classe, et je suis sûr que dans le public, il y en a qui se sont retrouvés dans cette situation-là, où on est les premiers à poser ce genre de questions, on est les premiers à essayer de travailler de cette manière-là en classe. Donc forcément, si on ne partage pas, et c'est en partie l'objectif du CREA, si on ne partage pas cette connaissance, on avancera beaucoup plus lentement, alors qu'on pourrait être plus efficace en partageant cette connaissance. Mais on a besoin avant comme je vous disais, de régler quelques petits problèmes techniques. Mais l'expérimentation sous-entend, alors déjà nous, on aura des logs, des questions et des réponses, mais sous-entend que les enseignants qui ont en dessous dans la phase 1 seront en mesure de faire remonter tout ce qu'ils ont à dire sur l'usage en classe.
Très bien. Et on va peut-être rester sur cette dernière question et il nous reste à te remercier, Alexandre. C'est moi qui vous remercie. Et puis, eh bien, Reims, merci pour cette intervention et merci pour ce duplex.